Comme un air d'Aubrac. Un air vivifiant, ce qui signifie bien sûr frisquet, même au cœur d'un été que l'on devine traditionnellement bref. Mais nous sommes très loin de Nasbinal et de l'Aïeul. Nous sommes au pays de Galles, où en quelques miles, on passe de l'immensité des presque hauts plateaux à la chaleur tout aussi relative du bord de mer. La scène de bonheur estivale est plaisante, même si le touriste bronze moins vite qu'à Ibiza, même si, désolé pour le chauvinisme, l'autorail est moins sympa qu'à Calvi. Mais on ne vient pas jusqu'ici pour le soleil, et moins encore pour le diesel. C'est dans la minuscule remise de Pendray que nous allons trouver ce que nous sommes venus chercher en terre celtique. Ces servants sont tout jeunes, mais la locomotive approche de son 159. Talyllyn, numéro 1 de la ligne à laquelle elle doit son nom, a été construite en 1864. Respect. Respect aussi pour la ligne elle-même, qui était à son ouverture l'une des toutes premières voies étroites de la planète, avant de devenir le tout premier chemin de fer musée au monde, dès 1951. Voici donc 60 ans que le voyageur curieux peut remonter cette vallée perdue, que nous allons maintenant explorer plus en détail. Rendez-vous à Tywin, tête de ligne. Ce jour-là, avec Sir Hayden, une jeunesse de 1878, aussi typiquement britannique que son aîné, avec son saddle tank. La caisse à eau chevauchant le corps cylindrique à la manière d'une selle. Très universel en revanche, le rituel des approvisionnements en eau et en charbon. Et on devine déjà la suite. La manœuvre de mise en tête. Ici, un détail confirme l'ancienneté de la ligne. Les deux tampons et l'attelage à vis, inspiré de l'écartement standard et qui remonte à ces temps lointains où la voie étroite n'avait pas encore adopté le principe du tamponnement central.
Attelage serré à refus, conduite de frein raccordée. L'équipe peut s'offrir un instant de répit pour un breakfast bien consistant. Mais un instant seulement. Déjà, les voyageurs commencent à monter dans les voitures. Et pile à l'heure, départ. Sir Hayden, du nom du dernier propriétaire de sa ligne d'origine, le chemin de fer de Corris tout proche, s'engouffre tout d'abord sous un pont routier avant de traverser les faubourgs de Tywin, parfaitement proportionné au chemin de fer lui-même. Après guère plus d'une paire de yards, nous sommes déjà en pleine campagne. John, le chef de train, a prévenu l'équipe de conduite qu'il lui faudrait marquer l'arrêt dans la petite halte de Reedy Ronan. Prononciation non garantie. Les règles de la langue galloise sont plus que déroutantes pour les latins que nous sommes. Un arrêt minute, et même plutôt moins, et c'est déjà reparti. Les voyageurs ne s'en soucient guère. Les spectateurs traditionnels n'y opposent qu'indifférence. Mais l'équipe appréciera que John l'exempte du prochain arrêt. C'est ici que débute la rampe. Une rampe modérée, il est vrai, puisque la ligne a été tracée pour des locomotives aux performances bien modestes. Aussi, à mi-parcours, Sir Hayden devra reprendre son souffle. Dolgor. L'endroit est du genre qu'on adore, dans une Grande-Bretagne majoritairement citadine et résolument romantique, mais aussi avec une machine dont la capacité d'emport en eau a été chichement mesurée. Contrepartie, le plein sera vite fait. Et c'est reparti. Continuons notre ascension à flanc de colline, et l'œil s'attardera sur ce qui pourrait bien être l'élément principal de l'économie galloise, les moutons. Des bestiaux typically British, puisque aussi aiment les locomotives, d'un peu trop près parfois. Mais ça se conclut toujours par un happy end. Et en bon français,
nous nous amuserons de leur folie, bergère of course. L'équipe ne s'en émeut pas, elle a l'habitude. À la chauffe, Andrew. À la conduite, Peter. Malgré une charge remorquée respectable, c'est sans difficulté que les deux hommes nous conduiront jusqu'au terminus, à près de 12 km de Tywin. Nand Gwernol. Comprenez, le ruisseau Gwernol. Aujourd'hui perdu au milieu de nulle part, ce vallon était jadis un site d'extraction d'ardoise, l'activité qui a justifié la création de la voie ferrée. 150 ans après, on vient là pour la nature, tout simplement. Et on peut même randonner jusqu'au lac de Talyllyn, qui a donné son nom à la vallée et au chemin de fer. Après les moutons et l'ardoise, vous pourrez y contempler la troisième richesse du pays de Galles, l'eau. Don d'un ciel très, très généreux, au point qu'on se demande si ce n'est pas plutôt la première ressource naturelle du pays. Allez, trêve de médisance et début du trajet retour. Anybody coming on the other side, please, Andrew? Après guère plus d'une heure, les voyageurs retrouveront les rives de la mer d'Irlande, écrasées sous le soleil, bien sûr. Et en remontant la côte en direction du nord, ils pourront prendre un autre bain de vapeur. Nous sommes à Porthmadog, petite ville plutôt que gros bourg. Ici, le touriste ordinaire pourrait croire que la vie des hommes se partage entre la pêche et la plaisance. Mais ce serait oublier le pub. Et dans celui qui fait office de buffet de gare, vous pourrez faire une rencontre tout à fait recommandable. Certes, cette cliente-là occupe la place de 4 ou 5 tables sans beaucoup consommer. Mais le patron ne peut pas le lui reprocher du fait de son rang. Il s'agit de Princess, qui est plutôt une reine-mère, puisque numéro 1 du célébrissime Festiniog Railway. Un réseau on ne peut plus vivant, tout d'abord dans son atelier de Boston Lodge. Ici, on dénombre couramment une quinzaine de salariés et de bénévoles travaillant à l'entretien, mais aussi à la reconstruction de locomotives, voire à leur construction de toutes pièces, dans le plus strict respect des plans d'origine. Chapeau. Il y en a pour tous les goûts, de la double Fairley, plus que centenaire, jusqu'à la Garratt, récemment rapatriée d'Afrique du Sud. Et pour ne rien gâter, le vaste bâtiment de l'atelier a été maintenu dans son jus. Pour ces joailliers de la locomotive, l'écrin se doit de s'accorder avec les bijoux. Construite ici même voici guère plus de 20 ans, voici Earl of Merioneth, réplique parfaite d'un type emblématique apparu dès les années 1870 sur la ligne de Festiniog. Double foyer, même sans lunettes, vous avez bien vu, c'est une Fairley.
De profil, c'est une morphologie originale qui apparaît. Une cabine centrale sépare ce qu'il faut bien considérer comme deux machines indépendantes, avec deux chaudières et deux mécanismes montés chacun sur ce qui s'apparente à des bogies. Porthmeadow. C'est à la gare tête de ligne que va s'effectuer la prise de contact une fois que la locomotive aura accosté sa rampe. Sur le quai, on retrouve l'ambiance de tout train de plaisir qui se respecte, rehaussée par la prestance du chef de train. En anglais, le guard. Lequel, bientôt, devra fermer les portes latérales une à une avant de pouvoir donner le départ. Le parcours débute sur la digue élevée au fond de la baie. Roger, notre chauffeur, reçoit dans le dos le vent du large. Retour sur Terre, et début de la montée encore à peine perceptible, sauf pour Nigel, le mécanicien. Première constatation, Mr. Fairley ne s'était pas trop préoccupé d'ergonomie. Les foyers séparent la cabine en deux, jusqu'à ne laisser aux hommes que de minuscules réduits. Le mécano ne peut donc se tenir face à la voie que s'il n'est pas trop large d'épaules. Quant à son compagnon, il dispose de si peu de recul qu'on se demande s'il ne gagnerait pas à charger le charbon à la petite cuillère. Après un peu plus de 4 km, le train longe le village de Penryn. Puis nous retrouvons la campagne, tandis que reprend la déclivité constante et modérée. Il est vrai qu'à l'origine, c'était en 1832, la voie avait été étudiée pour la descente à la gravité de convois de wagonnets d'ardoise. Car la ligne de Festiniog est encore plus ancienne que celle de Talyllyn. Ce qu'atteste l'étroitesse du gabarit, matérialisée par les murets en ardoise, bien sûr.
Le voyage se poursuit en sous-bois et dans les voitures, c'est le moment du service du bar assuré par un stagiaire japonais. Très international, le chemin de fer local, même si quelques gentils frimousses sont bien du pays. Nigel vient d'annoncer son arrivée à la principale gare intermédiaire. Ici, nous sommes attendus par une autre Fairley, Merlin Emrys, avec son train descendant de Festiniog. Les deux convois sont aussi longs l'un que l'autre et il va falloir tirer en douceur jusqu'au bout de l'évitement avant de freiner. Nous sommes à Taneibour, moins imprononçable qu'il n'y paraît. Dès notre arrivée, Merlin a reçu la voie libre pour reprendre immédiatement son chemin en tête de sa longue rame de 10 voitures. Pendant ce temps, Nigel et Roger s'emploient à remplir les soutes à eau de Marionette. Et ils n'auront eux-mêmes guère le temps de souffler. Départ. Plutôt musclé le démarrage. Dans les premières voitures au moins, il se sera bien trouvé quelques connaisseurs pour apprécier. Même si on peut être presque certain que seule une minorité est venue pour la technique. Car le Festiniog est une sorte de monument national que tout Britannique se doit de visiter. Le plus souvent, il y goûtera l'ambiance feutrée de voitures aux aménagements presque cosy, si l'on songe à ce qu'il devait être au temps où les trains n'emmenaient que des mineurs et des tailleurs d'ardoises. Et bien sûr, il en retiendra cet enchaînement de paysages variés, mais pas nécessairement authentiques. Ainsi, ce lac artificiel a nécessité la construction d'un nouveau tracé de plus de 2 miles. Doit-on préciser qu'ailleurs, le chemin de fer musée aurait disparu pour bien moins que ça. Ici aussi, on ne peut que répéter respect. Au 12e mile, grosso modo le kilomètre 18, le relief s'affirme, et l'identité galloise aussi, la pierre et l'eau.
L'ardoise est partout. Sur les toits des maisons, sur les parois de ce passage en corniche, sur le mur de soutènement. Au-dessus du village de Tain et Grisaille, on touche au but. Mais linguistiquement, vous nous pardonnerez bien un petit flashback. Retour à Penryn, où il nous fallait absolument nous arrêter sur un particularisme britannique. Pléonasme? Non, passage à niveau à l'ancienne. Quatre énormes barrières en bois qui ferment la voie ferrée en temps normal et la route dès l'annonce d'un train. Ceci, bien sûr, l'une après l'autre, dans un ordre bien déterminé et rigoureusement respecté par le garde, un bénévole. Une rareté qui ne doit pas en cacher une autre. En tête du train, voici Blanche. De loin en loin, la petite 120 prend le roulement des machines articulées et avec du renfort en cas de gros tonnage. En tête, Blanche. En deuxième position, Taliesin, une simple Fairley, construite voici à peine plus de 10 ans. D'autres témoins du passé ont eu moins de chance, comme ces plans inclinés datant de l'exploitation ardoisière. Vous l'avez compris, nous sommes revenus à la source de l'activité première du chemin de fer dans ce haut de la ligne. Où qu'il se tourne, le regard tombe sur l'un de ces vestiges disséminés dans toute la montagne. Où croisent ces déblais aux volumes incroyables qui n'ont pas fini de rappeler le passé minier de la contrée, à l'image des terrils du pays lensois. Le passé, pas seulement. À Fastignog, on continue d'extraire l'ardoise avec, évidemment, des méthodes de transport plus confortables que la succession de transbordements du plan incliné à la voie étroite puis au grand réseau. Et l'on tient à faire connaître ce métier. Ici, David s'emploie à déliter les ardoises. Vu comme ça, le job paraît facile, mais on se doute bien que le geste doit être précis, sinon ça casse. Une fois obtenu l'épaisseur voulue, puis la découpe demandée,
on peut couvrir son toit ou faire graver sa plaque. Et tout est possible, jusqu'au nom de la ruelle la plus connue au monde. Une nouvelle fois, nous nous retrouvons en bord de mer, encore un peu plus au nord. Le site ne manque pas d'allure. L'UNESCO l'a d'ailleurs classé dans le patrimoine mondial. Il s'agit du château de Carnarvon, que nous allons délaisser au profit d'un autre monument, le chemin de fer des Highlands galloises. Au premier abord, rien ne semble distinguer cette ligne des autres voies étroites préservées de la région, que l'on sait bien dotée. Mais en découvrant l'histoire de cette voie ferrée et en assistant au spectacle qu'elle offre, vous allez comprendre pourquoi nous avons parlé de monument. Sur la machine, c'est une ambiance grand chemin de fer qui s'impose. Alors que nous sommes ici encore sur une voie étroite de 2 pieds, traduisez 609 mm. Et pour cause, nous sommes en présence d'une Garat, la plus grosse locomotive jamais construite pour la voie de 60. Ajoutons qu'avec 4 de ses sœurs, elle a été rapatriée d'Afrique du Sud. Nous voilà vraiment aux antipodes de la double Fairley. Du Natal au Pays de Galles, les gestes du métier sont universels. Mais l'histoire de la ligne, elle, est presque unique. Au terme d'une première vie, d'à peine 15 ans, elle a été rayée de la carte dès 1937. Au début des années 60, il s'est trouvé quelques hommes courageux pour tenter un début de réhabilitation. Mais ce n'est qu'en 1997 que la société du Festiniog s'est engagée dans une reconstruction intégrale, là où ne subsistaient que des broussailles. Il aura fallu 13 ans pour tout reconstruire. Et depuis cette année, Andy, Andrew et leur Garat peuvent atteindre Porthmadog à 40 km de Carnarvon. Bref, une œuvre de titan, dont nous ne voyons pas d'autre équivalent en Europe que la réouverture de la Fourca, elle aussi acquise de haute lutte. Sous l'abri, le parallèle s'impose. À tout instant, on sent ce que donnent la machine et les hommes. Et à l'extérieur,
nous allons progressivement trouver de plus en plus de similitudes. Du côté du milepost 8, l'équivalent d'un point kilométrique bien de chez nous, multiplié par 1,609, la comparaison paraît encore osée. Pour l'instant, l'endroit est plus bucolique qu'héroïque. Du côté technique, le profil est loin, très loin de justifier la crémaillère. 5 pour 1000, 10 tout au plus. Enfin, ça se précise. Andrew tire un peu sur le régulateur et la déclivité est désormais bien perceptible. Dans les voitures, on sent que le train s'élève résolument. Voici encore un instant, le train était au niveau du lac, le Llyn-Kwellyn, pour satisfaire les curieux, au risque d'horrifier les doctorants en langue gaélique. En dépit d'une charge respectable, la Garrad s'en sort avec les honneurs. Avec ses 12 roues couplées, elle pourrait grimper au mur et, avec sa construction articulée, on la verrait bien tourner autour d'un arbre. Un demi-siècle durant, ce fut son lot quotidien sous les pluies tropicales. Et elle nous remet ça avec brio sous ce que les Britanniques appellent le soleil humide. Après une petite heure de trajet, notre bleu se laisse couler et nous offre un instant d'émotion. La brève rencontre avec sa sœur qui redescend vers Caernarfon. Freinage, arrêt. Nous sommes à Ridley Hill, la plus haute gare du parcours où chaque train laisse son lot de randonneurs décidés à partir à l'assaut des montagnes qui dominent le site. But de la majorité d'entre eux, le mythique Snowdon, qui culmine à 1085 mètres.
Honneur aux courageux qui entreprennent de le conquérir, après avoir peut-être renoncé au train à crémaillère, trop souvent assuré diesel, mais que l'on devine tout de même passablement acrobatique. L'endroit offre cependant quantité d'autres possibilités, à commencer par les joies physiquement plus supportables de la contemplation. Et si l'on tient absolument à se trouver un alibi sportif, on peut s'adonner à une activité qui ménage les jarrets et n'éprouve que la patience. Et il arrive même que l'effort soit récompensé. Précaution d'usage, on évitera de trop s'éloigner, car le temps peut très vite tourner. Dans le sens que l'on imagine. En pareille circonstance, le vrai montagnard, soucieux de sécurité, ne verra pas d'autre solution qu'un retour au camp de base. Et heureusement, celui-ci n'est qu'à 2 pas de la station. Dans le douillet refuge, l'excursionniste dégoulinant se préoccupera avant tout de l'entretien de son matériel. Ce n'est que dans un deuxième temps qu'il cherchera à assurer son propre confort. L'échantillonnage de bière est plutôt rafraîchissant. Tout comme le minois de la gardienne du refuge, à laquelle nous avons exprimé notre préférence pour une Puffing Belly, évocatrice du chaud soleil de la lointaine Océanie. Mais on ne va pas s'éterniser au bistrot. L'heure, c'est l'heure. Perdue dans de grands espaces qu'elle ne partageait guère qu'avec le pub, la station de Ridley Hill avait tout d'une de ces gares sommitales qui ne desservent qu'elles-mêmes, mais que le ferroviphile averti considère d'instinct comme le but du voyage. La Croix-Haute, Bernina Hospice ou, une fois encore, la Fourca. Mais ici, le vrai point culminant du parcours est encore un peu plus loin, perdu au milieu de nulle part. 198 mètres.
Quand l'œil se porte sur l'altitude, nos comparaisons alpines paraissent osées. Mais sur la machine, elles s'imposent à l'évidence. Jusqu'au dernier mètre de rampe, Andy va tirer. Et à peine le truck avant de la Garratt a-t-il basculé dans la pente qu'il faut freiner. Petites touches successives sur la poignée de frein, fermeture tranquille de l'injecteur, le train n'a plus qu'à se laisser descendre. Le plus dur est fait, mais peut-être pas le plus beau. Le pont métallique annonce le défilé d'Aberglasslyn, où l'on peut avancer que pas un train ne saurait se présenter sans y être attendu par un photographe. Dans leur dialecte, les insulaires appellent ça un must. Très vite, la Garratt retrouvera la plaine, avant de faire terminus à Porthmadog. Pour Andy et Andrew, ce sera la fin du voyage. Mais pas pour nous. On ne quitte pas le paradis, ne serait-ce que celui des voies étroites de charme, sans préavis. Alors, on est un peu resté. Avant de revenir, bien sûr.